Bienvenue dans la Maison 4, un podcast spontané dans lequel je te partage des clés de compréhension autour du transgénérationnel, des mémoires familiales, mais aussi de l'astrologie et des mémoires du corps. Attrape une boisson chaude, un plaid, installe-toi confortablement et c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'ai évoqué ces derniers jours un petit peu sur les réseaux sociaux et puis que j'ai beaucoup vu le week-end dernier. Samedi, j'ai facilité une journée de constellation. On a fait 5 constellations sur la journée et il y a une thématique qui était quand même très très présente, c'était celle du mouvement interrompu. Et donc, je me suis rendu compte que j'en avais pas spécialement parlé de ce mouvement interrompu, de ce que c'était, de ce que ça impliquait. Donc, pour cet épisode de podcast, je vais vous en dire un petit peu plus. Alors, c'est une thématique qui résonne beaucoup avec l'épisode que j'ai fait sur l'attachement, sur le lien d'attachement, et également l'épisode sur la figure maternelle, même si ça ne concerne pas que la relation avec la mère. Mais peut-être qu'en préalable, si c'est des épisodes que vous n'avez pas encore écoutés, ça peut être intéressant de les écouter parce que ça va venir compléter et il y a des choses que je ne vais pas forcément redire dans cet épisode-là. Donc il faut savoir déjà que le mouvement interrompu, il est vraiment lié avec notre attachement et notre système d'attachement. Donc en quelques mots, l'attachement, c'est quoi ? C'est le lien qui se crée quand on est enfant, quand on est tout petit, entre donc nous, une personne vulnérable, dépendante aussi des autres, et notamment là des adultes, donc de nos parents ou en tout cas de nos substituts parentales, c'est-à-dire des personnes qui vont s'occuper de nous. On ne grandit pas tous forcément avec nos parents biologiques, donc parfois nos figures d'attachement, ce ne sont pas nos parents, mais c'est les personnes qui s'occupent de nous. Et puis, donc ce lien qui va se créer entre nous et cette personne-là, la personne en tout cas qui va être capable de nous apporter du réconfort quand on en a besoin, qui va nous mettre en sécurité quand on va se sentir en danger. Et puis le lien d'attachement, il se construit aussi selon la façon dont on a été accueilli dans nos émotions, donc comment on a pu exprimer nos émotions, comment on nous a accompagnés aussi à ressentir et à exprimer nos émotions. Et donc ce lien d'attachement, il va aussi déterminer à l'âge adulte comment on va se sentir en confiance avec les autres, comment on va oser demander de l'aide, comment on va être dans nos relations, comment on va se sentir avec nos émotions, comment on va sentir connaître notre valeur, notre juste valeur, la confiance en soi. Donc il dépend vraiment de tout ça. Et ce qui est important aussi à poser là, c'est que ce lien d'attachement, donc il peut être plus ou moins sécure en fonction de comment il s'est construit dans notre enfance, mais il n'y a pas de fatalité, c'est-à-dire qu'on peut avoir grandi avec un attachement très insécure si on n'a pas vraiment eu cette figure adulte parentale qui s'est occupée de nous et qui nous a mis dans un espace de sécurité. Et puis quand même grandir avec un attachement plus sécure au fur et à mesure des rencontres qu'on fait. Donc même en tant qu'adulte, il y a cette capacité de résilience à créer un attachement à l'intérieur de nous qui va être beaucoup plus sécure. Donc pas de fatalité par rapport à ça. Et puis l'attachement, c'est quelque chose qui nous suit tout au long de la vie, donc qui est vraiment amené à évoluer. Donc ça, c'est quelques mots sur l'attachement. Mais encore une fois, si vous voulez aller plus loin, je vous invite vraiment à écouter le podcast qui est vraiment dédié à l'attachement. Vous aurez un petit peu plus de détails. Donc ici, je vais vous parler d'un concept clé en thérapie transgénérationnelle et notamment en constellation familiale. Donc Bert Hellinger en parlait beaucoup. C'est ce qu'on appelle le mouvement interrompu. Donc on va voir un petit peu ce que c'est, comment ça peut se manifester dans nos vies, quelles sont les conséquences de ce mouvement interrompu sur nos relations, sur notre bien-être, et puis comment on peut réparer le lien pour retrouver une harmonie intérieure. Parce qu'évidemment, là encore, il n'y a pas de fatalité. Donc le mouvement interrompu, qu'est-ce que c'est ? Il fait vraiment référence à une dynamique qui survient lorsqu'un lien affectif entre un enfant et une figure parentale va être brisé ou entravé à un moment crucial de son développement. C'est un mouvement d'attachement donc naturel de l'enfant vers ses parents ou vers ses figures de sécurité, encore une fois, et qui va être interrompu par des événements comme une séparation précoce avec cette figure d'attachement, donc par exemple une hospitalisation de l'un ou de l'autre, un éloignement, une séparation aussi de nos parents et par exemple un de nos deux parents qu'on ne voit plus. Ça peut être aussi une présence physique mais une absence émotionnelle du parent.
peut-être parce que notre parent, à ce moment-là, il vit quelque chose qui pour lui est compliqué. Ça peut être un deuil, ça peut être une dépression, ça peut être une maladie, ça peut être simplement aussi la difficulté émotionnelle à être présent pour son enfant. Et ça peut être aussi une situation de rejet perçu par l'enfant, même si ce n'était pas forcément intentionnel de la part du parent. Donc ce qui est important dans le mouvement interrompu, déjà, c'est de se dire que c'est pas forcément quelque chose qui va être volontaire. Ça peut être les aléas de la vie qui font que. Ça peut être une difficulté aussi de nos parents ou de nos figures parentales à prendre cette place auprès de nous. Et c'est pas quelque chose qui est de la faute de l'enfant, donc c'est pas quelque chose qui est de notre faute si on l'a ressenti ou si on l'a vécu. C'est vraiment, voilà, parfois un concours de circonstances. Les choses sont comme elles sont. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que ça peut vraiment être une toute petite chose qui pour nous aujourd'hui, de notre regard d'adulte, peut nous sembler insignifiante, où on se dit oui, bon bah, c'est pas très grave. Mais ça, c'est notre regard d'adulte qui le dit. Parce que depuis notre posture d'enfant, depuis la posture de l'enfant qui a vécu ce mouvement interrompu, c'est important, ça compte, ça peut être grave. Même si c'est très court en termes de temps, cette séparation, c'est pas forcément une séparation qui dure 6 mois, ça a de l'impact en fait, ça a un impact vraiment important. Donc pourquoi mouvement interrompu ? Parce qu'il y a vraiment cette idée que l'enfant, il est naturellement programmé pour se tourner vers ses parents, pour se sentir en sécurité, pour aller chercher cette attention, cette connexion émotionnelle aussi avec le parent. Et c'est cet élan naturel, du coup, ce mouvement naturel de l'enfant qui va être interrompu, qui va être stoppé en fait. Et donc, cette interruption pour l'enfant ou pour le bébé, parfois c'est très très tôt, elle peut être vraiment ressentie comme une blessure profonde. Quand je vous dis que c'est pas forcément quelque chose de très long et qu'on n'a pas forcément conscience que ce soit important et que ça compte, moi je sais que par exemple, je le dis souvent, donc vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, mais moi par exemple je suis née avec un tout petit peu d'avance, je n'étais pas considérée comme prématurée, mais du coup j'avais du mal à me réchauffer. Je suis née en 1986 et en 1986, plutôt que de se dire pour qu'elle se réchauffe, on va la mettre, on va faire du pot à pot par exemple avec ses parents, parce que c'est quelque chose aujourd'hui qu'on fait peut-être plus facilement et on sait que le pot à pot justement, même dans le cas de naissance prématurée, ça va aider le bébé à se réchauffer. Il n'y a rien de plus réchauffant que de la peau humaine contre une autre peau humaine. Et puis c'est aussi la place du bébé qui vient de naître d'être contre ses parents. Moi on m'a mis en couveuse à ce moment-là. Voilà, parce que 1986, et puis c'était comme ça, et puis voilà, mes parents n'étaient pas forcément informés non plus de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, hein, donc il n'y a pas du tout de jugement ou autre par rapport à ça. Mais du coup, ce que moi, bébé, j'ai ressenti à quelques heures de vie, d'être en couveuse, dans quelque chose qui peut-être m'apportait du chaud, mais émotionnellement était très froid, c'est, je suis toute seule en fait, je suis toute seule, je suis pas avec ma maman, je suis pas avec mon papa, même s'ils étaient peut-être de l'autre côté de la couveuse ou qui venaient me voir, c'est pas le souci, mais c'est pas ce dont j'avais besoin moi à ce moment-là. Donc ça, c'est considéré comme un mouvement interrompu, même si ma mère me le dit aujourd'hui, je suis pas restée très longtemps en fait dans cette couveuse, j'avais juste besoin de me réchauffer. Donc il n'y avait pas quelque chose de volontaire de la part de mes parents, il n'y avait pas la volonté de nuire, il n'y avait pas de difficulté à créer un lien, il y a juste les aléas de la vie et les choix qui ont été faits à ce moment-là qui ont fait que j'ai vécu cette séparation d'avec ma mère, d'avec mes parents, à quelques heures de vie, là où peut-être j'en avais le plus besoin en fait d'être avec eux. Donc c'est un mouvement interrompu. Et quand ce lien il est donc brisé, fragilisé, il peut y avoir beaucoup d'impacts différents à l'âge adulte. Donc après, ça va dépendre évidemment de tout le monde et tout le monde ne va pas réagir de la même manière. La première chose, c'est que ça peut avoir un impact sur les relations qu'on va avoir autour de nous. Donc la relation avec nos parents, par exemple, mais aussi plus largement la relation avec nos amis, avec un conjoint, une compagne. Et notamment, ça peut créer de la difficulté à créer des relations stables. Il peut y avoir de la peur de l'abandon, parce que ce qui est ressenti à ce moment-là, c'est un abandon. Même si ça n'en est pas involontaire, nos parents ne nous disent pas « je t'abandonne ». Encore une fois, c'est vraiment les circonstances de la vie qui font que, mais c'est ce que l'enfant ressent à ce moment-là. Donc, peur de l'abandon, peur d'être abandonné.
Ça peut donner du coup de l'hyper-indépendance, ou en tout cas en surface. Je n'ai besoin de personne. Alors moi, j'ai été très comme ça dans mes relations. Non, non, moi j'ai besoin de personne, je me débrouille toute seule. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à demander de l'aide. Je veux surtout pas me sentir dépendante. Et pourtant, d'une certaine manière, je l'étais énormément. Donc hyper-dépendance ou dépendance affective du coup. J'ai besoin de l'autre, j'ai besoin que l'autre soit là, je ne suis rien sans l'autre, etc. Généralement, on navigue un peu entre les deux, hein. Moi, je donnais le change d'une hyper-indépendance, mais en fait, il y avait beaucoup de dépendance en dessous, mais que je ne voulais surtout pas montrer, mais qui se voyait. On ne leurre personne de toute façon. Ça peut donner aussi une sensation de vide intérieur ou de la difficulté à se sentir entier, comme si y avait quelque chose qui nous manquait, en fait, un lien à un moment donné qui ne s'était pas créé ou qui s'était abîmé. Problème de confiance envers les autres. Est-ce que je peux vraiment faire confiance aux autres alors que je me suis retrouvée abandonnée à ce moment-là? Donc en fait, c'est que je ne peux pas compter sur les autres, donc difficulté à demander de l'aide. Ou alors on va demander de l'aide, mais on va pas trop y croire que l'autre, il peut vraiment nous aider. Et puis aussi confiance de soi à soi, parce que finalement, ça vient toucher le... Si on m'abandonne, si on me laisse tout seul, c'est que peut-être c'est moi le problème, c'est que peut-être soit je suis pas une bonne personne, soit j'ai pas de valeur. Alors vous allez peut-être vous dire, oui mais attends, pour un nouveau-né, tout ça c'est peut-être beaucoup, toutes ces questions-là, etc. Non, évidemment que c'est pas conscient, c'est pas conscientisé de cette manière-là. Quand j'étais dans la couveuse, je me suis pas dit, du coup personne ne m'aime et c'est que je suis une mauvaise personne. Mais c'est le message en fait, et l'empreinte émotionnelle aussi que ça laisse, que ça peut laisser en tout cas. Ça peut donner aussi des réactions émotionnelles intenses, de l'hypersensibilité, des réactions qui peuvent être très importantes face au rejet ou à la critique. Et ça peut aussi créer une difficulté à se connecter aux émotions, puisque peut-être que à ce moment-là, justement, on n'a pas été accueilli non plus émotionnellement. Donc, peut-être que les émotions, elles ne sont pas légitimes à être là, à être ressenties quelque part. Donc, on peut avoir de la difficulté à se connecter aux émotions. Et puis, ça peut créer aussi une forme d'évitement du lien. On peut inconsciemment fuir les relations trop intimes, les relations trop engageantes, parce qu'on n'a pas envie de revivre la douleur. On n'a pas envie de revivre la possibilité qu'il puisse y avoir un autre abandon, de revivre en fait ce qu'on a vécu au moment de ce mouvement interrompu. Donc, ne pas trop s'engager dans les relations ou ne pas être dans des relations trop intimes. Ça évite de se sentir de nouveau abandonné. Voilà. Si l'autre y part, c'est pas trop grave, je me suis pas engagée émotionnellement. C'est important aussi de comprendre que cette dynamique, évidemment, si je vous en parle là, c'est parce qu'elle peut se transmettre d'une génération à l'autre. Un parent qui aurait vécu un mouvement interrompu, du coup, il peut, sans le vouloir, reproduire cette distance émotionnelle avec son propre enfant. Ça, c'est quelque chose qui est souvent très visible sur plusieurs générations. Ce mouvement interrompu, il a eu lieu et il se reproduit de manière inconsciente et parfois pas forcément sous la même forme, c'est-à-dire que il n'y a pas forcément exactement le même événement, c'est pas parce qu'un enfant a été mis en couveuse que la génération d'après il va l'être aussi, mais à un moment donné il peut y avoir quand même ce lien qui de nouveau se délite, il peut y avoir une absence à un moment donné pour d'autres raisons, mais il y a quand même quelque chose qui se répète. Heureusement, et évidemment, le côté plus optimiste de tout ça, c'est que, comme je vous le disais, il n'y a pas de fatalité. C'est comme tout, hein, tout ce que je vous partage ici en transgénérationnel, en trauma, en blessure, etc. Si je vous en parle, c'est évidemment pas pour tomber dans le « bon voilà, j'ai vécu ça, ma vie elle est foutue », mais justement aussi pour redonner de l'espoir et vraiment, moi c'est aussi mon propos, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Alors oui, ça demande d'aller voir les choses, d'aller ressentir les choses, d'aller guérir ses blessures et déposer de l'amour dessus, mais c'est possible en fait. C'est surtout pas, je vous partage pas ça pour tomber dans un espèce de truc de « bon voilà, ma vie elle est foutue » quoi. Au contraire, j'ai vraiment envie aussi, en vous partageant tout ça, de vous donner cet élan et de vous dire si ça vous parle, si c'est ce que je ressens, si c'est ce que j'ai vécu, en fait, je peux prendre ma propre responsabilité aujourd'hui et j'ai les capacités de dépasser ça, très clairement. Comme je vous disais, samedi, dans cette journée de constellation, alors à différents degrés, et puis pour chacun, c'était différent. On n'était pas sur les mêmes thématiques, etc. Mais on a pu poser dans l'espace ces mouvements interrompus-là, ces séparations, ces liens qui ne se sont pas faits. On a pu questionner aussi ces événements
et réparer et pacifier en fait tout ça. Donc la première étape pour moi, qui est toujours importante, c'est de reconnaître et de prendre conscience de ce qui s'est passé. Déjà d'identifier, et c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire en écoutant ce podcast, peut-être que vous pensez à quelque chose et que vous vous dites « Ok, oui, il y a eu un mouvement interrompu ». Ça, c'est déjà, on ne peut pas guérir quelque chose dont on n'a pas conscience. On ne peut pas libérer une charge émotionnelle si on ne reconnaît pas déjà l'émotion, si on ne reconnaît pas la blessure à la base. Donc déjà, d'identifier et de reconnaître, c'est quelque chose qui peut déjà apporter un soulagement, en fait. D'aller reconnaître cette part de nous qui a pu souffrir, d'aller reconnaître ce petit bébé de quelques heures là qui s'est retrouvé tout seul en couveuse, qui a peut-être eu peur, qui s'est demandé où est-ce qu'il était. Déjà que la naissance, c'est quand même un événement assez traumatique qui n'est pas forcément évident, même quand ça se passe bien. Donc en plus, se retrouver tout seul derrière, c'est quand même pas quelque chose de facile. Évidemment, si je vous en parle ici, c'est parce que c'est quelque chose qui peut aussi se travailler en constellation familiale. C'est évident. Vous allez dire que je prêche un peu pour ma paroisse, mais parce que je crois que les constellations familiales, c'est l'endroit idéal pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que Bert Hellinger, il en parlait beaucoup du mouvement interrompu et qu'il a beaucoup travaillé dessus. Pourquoi ? Parce qu'en constellation familiale, on va pouvoir revisiter le lien avec le parent concerné dans un cadre sécurisé, donc avec la représentation symbolique d'autres personnes, d'images, de chiffres, de personnages ou autres. Et donc l'intention, ça va être vraiment de ressentir le mouvement naturel d'amour, même s'il a été interrompu, et de pouvoir rétablir une connexion intérieure avec la figure parentale. Et puis au-delà de ça, ça va être aussi d'accueillir les parts de nous qui ont souffert, donc que ce soit la petite fille intérieure, le petit garçon intérieur, le bébé que l'on était. Voilà. Qu'est-ce qui a été ressenti à ce moment-là, de pouvoir nommer, verbaliser les émotions qui ont été ressenties aussi pour les pacifier. Et puis, au-delà des constellations, pour moi, c'est aussi tout ce qui est de l'ordre des pratiques corporelles, parce que cette blessure, elle est souvent ancrée dans le corps. Donc d'aller vraiment pleinement ressentir ces émotions-là qui ont pu se cristalliser, que ce soit par une pratique d'accueil des émotions, de libération émotionnelle, que ce soit des pratiques plus comme le breathwork, donc la respiration, le mouvement guidé, certaines pratiques spécifiques, les visualisations aussi, en étant connecté à ce qu'on ressent, ça peut aider à libérer les émotions qui ont été liées au mouvement interrompu. Et puis, travailler aussi sur notre attachement aujourd'hui dans le présent. Recréer des expériences d'attachement sécurisantes avec des proches, avec un partenaire, ou même avec un thérapeute qui peut devenir à certains moments une figure d'attachement temporaire et secondaire. Ça va permettre de renforcer la capacité à établir des liens sains. Ça va nous permettre de nous prouver quelque part à nous-mêmes, ou en tout cas à cette part de nous qui est blessée, que ce n'est pas une fatalité et que oui, on peut faire confiance aux gens et que non, les gens ne vont pas forcément nous abandonner. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que tant qu'on est dans cette blessure, on va recréer des situations qui vont nous donner raison, en fait. Si on a cette croyance de toute façon que les relations sont vouées à l'échec et qu'à un moment donné, on sera abandonné, c'est très certainement ce qui va se passer. Puisque nos pensées créent notre réalité. Et que si c'est ce que je ressens à l'intérieur et si c'est ce dont je suis persuadée, c'est ce qui va se passer. Quelque part, je vais attirer aussi ces expériences-là qui vont se répéter jusqu'à ce que j'en prenne conscience, jusqu'à ce que je mette de la lumière dessus et que je rétablisse en fait ce lien aussi à l'intérieur de moi. Et puis, il peut y avoir aussi des rituels symboliques, d'écrire une lettre à son parent, même s'il est décédé, même s'il est absent, pour exprimer les émotions qui n'ont pas été dites. Ça peut aussi aider à libérer la charge émotionnelle et ça peut faire du bien. J'avais envie de vous partager une situation que j'ai pu accompagner, alors avec l'accord évidemment de cette personne que j'ai accompagnée. C'est une personne qui avait toujours ressenti en fait une difficulté à s'engager dans les relations amoureuses. Il y avait quelque chose de difficile à la fois. Elle voulait être en couple, elle avait du mal à être seule, donc elle avait plus ou moins toujours été en couple
dans des relations assez longues, hein, généralement, mais dès qu'une relation se terminait, elle était rarement seule, en tout cas pas très longtemps, et elle se réengageait dans une autre relation. Et pour autant, les relations amoureuses lui faisaient peur parce qu'elle avait peur d'être enfermée et d'être dépendante de l'autre. Donc il y avait ce côté dépendance affective de je ne peux pas être seule, et en même temps, dans la relation, je ne veux surtout pas être enfermée, et je ne me laisse pas pleinement en fait faire confiance à l'autre. Et en explorant du coup son histoire, en explorant notamment le projet Sens, donc le projet Sens, tout ce qui tourne autour de la période de conception, de la grossesse, et puis des quelques jours, heures, semaines après la grossesse, elle est remontée, elle a touché du doigt en fait le fait que sa mère avait été hospitalisée quand elle-même était toute petite. Donc sa mère a été hospitalisée longuement, et donc évidemment elle, en tant qu'enfant, elle ne pouvait pas aller la voir, donc elle a été avec son papa, et puis beaucoup avec ses grands-parents aussi. Et cette absence du coup de sa mère, et quand sa mère est sortie de cette hospitalisation, en tout cas voilà, la personne que j'ai accompagnée me partageait que elle n'avait jamais vraiment réussi à créer un lien avec sa mère, ou que sa mère n'avait jamais vraiment réussi à créer un lien avec elle, peu importe dans quel sens on le prend. Mais c'est comme si voilà, elle avait été privée de sa mère finalement très très jeune. Elle a très peu de souvenirs de sa mère avec elle, puisqu'elle était vraiment toute petite quand sa mère a été hospitalisée. Et du coup, par la suite, en fait, le lien ne s'est jamais vraiment recréé. Donc c'est pas une question... ce mouvement interrompu, il est différent de l'amour, hein. On peut avoir beaucoup d'amour pour son enfant et ne pas réussir à être cette personne sécure, présente et dans l'accueil qu'on aimerait être. Donc ça peut être aussi très souffrant pour la personne, pour la figure parentale en fait, avec qui ce mouvement interrompu il est vécu, hein. Donc il y avait voilà, beaucoup d'amour, mais elle s'est jamais sentie pleinement en sécurité, elle a jamais pleinement senti ce lien. Donc on a pu remonter dessus, on a pu travailler sur ce lien-là et sur la petite fille qu'elle était à ce moment-là, le bébé qu'elle était à ce moment-là au moment de la séparation. Donc d'accueillir aussi les émotions de cet enfant à travers notamment la respiration et une visualisation. Et puis en constellation, on a pu rétablir aussi le lien, notamment je l'ai invitée aussi à se visualiser quand elle était dans le ventre de sa mère, donc avant que sa mère soit hospitalisée, avant que le lien soit interrompu, et de ressentir en fait ce qu'elle avait ressenti quand sa mère était enceinte d'elle, et qu'elle se sentait pleinement accueillie, qu'elle sentait pleinement qu'elle avait sa place. Donc ça a été intéressant là pour le coup de remonter aussi à une mémoire dans laquelle ce mouvement n'était pas interrompu, justement, et de visualiser ce moment où l'amour circulait encore librement entre elle et sa maman. Donc ça a pu beaucoup pacifier sa relation à sa mère, ça a pu beaucoup pacifier le fait que, quelque part, elle en voulait aussi à sa mère de ne pas avoir réussi à rétablir ce lien, même après son hospitalisation. Voilà, donc c'est un bel exemple. Il y en aurait plein d'autres parce que c'est vraiment un sujet qui revient assez souvent, mais c'est un bel exemple aussi de comment on peut, avec différents outils, avec différentes pratiques, rétablir ce lien, pacifier en tout cas ce qui a besoin d'être pacifié à l'intérieur de soi. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur le mouvement interrompu. J'espère que ça vous a parlé, que peut-être il y a eu des résonances avec votre propre histoire, et que peut-être ça vous donne envie d'explorer avec l'outil ou la manière qui est juste pour vous et qui vous appelle à rétablir, à pacifier ce mouvement interrompu, parce que c'est vraiment quelque chose de très beau aussi à voir et à accompagner. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos retours si ça vous a touché, parlé. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.